Bonjour, Raja Boukhris. Heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, le sujet va porter sur l'enfant de 2 à 6 ans, qui va être au centre de nos préoccupations. Pour ce faire, on a avec nous Emma, à qui je souhaite la bienvenue. Bonjour Bonjour, Emma. bonjour Raja. Bienvenue Emma. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Raja, merci beaucoup pour ton invitation. J'adore évidemment parler d'éducation avec toi. Donc je suis Emma et après un master en master MEF à l'université de Bordeaux, là maintenant ça fait 10 ans que je suis dans l'éducation. Donc j'ai été évidemment en classe, mais j'ai aussi dirigé des crèches et participé à l'ouverture de plusieurs crèches. Et aujourd'hui, je suis coordinatrice du programme Finlandway, qui est un programme inspiré de la pédagogie finlandaise pour une vingtaine de classes de maternelle sur 3 campus pour le groupe Madina Kids. Alors Emma, comme on discutait tout à l'heure, on a beaucoup parlé des enfants, mais généralement, on parle pas beaucoup des enfants de 2 à 6 ans. C'est une tranche d'âge quand même qui est très importante, qui est entre l'école et la maison. Des fois à la maison, beaucoup plus longtemps, des fois à l'école, beaucoup trop tôt. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais c'est vrai ce que tu dis parce que, en fait, il y a beaucoup de questions. Moi, j'ai beaucoup de parents qui m'ont posé des questions sur savoir à quel âge c'était le bon moment pour aller à l'école. Est-ce qu'il fallait pas mieux rester plus longtemps dans le cocon familial, mais aussi beaucoup de parents qui se posent des questions sur comment organiser les choses à la maison avec les enfants, qu'est-ce qu'on fait et en fait, Effectivement, beaucoup de mamans vivent difficilement cette rupture, devoir les mettre à l'école pour des raisons professionnelles, pour des raisons de favoriser leur autonomie. Là, c'est vrai, le débat, il est toujours posé. il est toujours posé. Maintenant, ce que je constate aussi, c'est qu'il ne faut pas craindre de mettre ses enfants à l'école ou avoir peur que ce soit trop tôt, parce qu'il se passe plein de choses merveilleuses à l'école. Quand c'est bien encadré, quand on est avec des bonnes équipes, c'est même un vrai plus. Parce que il va se passer beaucoup de choses au niveau de l'expérience d'appartenance, l'expérience d'influence. L'enfant va réaliser que il est au sein d'un groupe, mais qu'il a sa propre personnalité et qui peut l'exprimer, qui peut vraiment, comment dire, Ils socialisent. il socialise, exactement. Et ça, c'est une partie qui est très importante. Il socialise avec des enfants de son âge, un peu plus grands, un peu plus petits, et il va se découvrir lui-même en fait au contact des autres. Et ça, Surtout que les c'est familles avant, on a vécu dans des familles où on était très nombreux. Au Maroc, ici, on a des familles, de grandes familles avec les tantes, les grands-parents, les parents. Et là, de plus en plus, les familles sont réduites. Donc, je pense que l'introduction de l'enfant à l'école permet aussi qu'il découvre des camarades, surtout s'il vient de petites familles. ouais, tout à fait. Alors ça, c'est très très juste. Et il va se développer par le jeu, par l'action, dans la joie, parce que c'est un bonheur d'être ensemble, c'est un bonheur d'appartenir à un groupe, de retrouver nos copains le matin, et de tout ça, ce sont des moments très importants en fait pour l'enfant. Et je pense qu'il ne faut pas dramatiser ou il faut pas s'inquiéter en fait. Il faut être très très soi-même, très détendu, très sereine. En fait, je pense que les enfants n'ont pas de problème avec ça. C'est surtout les parents qui ont un problème avec la crainte, avec la peur, comme tu viens de dire. Et on parle surtout de jeu et de joie. Les enfants apprennent en jouant, les enfants apprennent dans la joie. C'est quoi exactement? Ah non, mais c'est exactement ça. Alors justement, le sujet du jeu, tu vois, il est vraiment... c'est un vrai débat. Parce que moi, je pense personnellement qu'on joue pas assez. On joue pas assez avec ses propres enfants à la maison. On joue pas assez aussi à l'école parce que parfois on est tenu par des programmes au niveau académique qui fait que on a ça, on a ça, on a ça à faire et puis on se met tellement de pression à atteindre tous les objectifs qu'on en oublie en fait l'importance du jeu à cet âge-là. Et je vais vraiment plaider pour et je plaide toujours pour la réintroduction du jeu même à la maison. Et souvent quand je rencontre des parents d'ailleurs, ils me disent ça, ils me disent mais qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Parce qu'en fait parfois c'est un peu un manque de connaissances, de savoir ce qu'on peut faire avec un enfant. Et certains même papas m'ont dit oui j'aimerais bien jouer avec mes enfants mais en fait je sais pas trop quoi leur faire quoi. Ou, en dehors d'aller au parc ou peut-être voilà dans des zones d'amusement, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire quand on est ensemble? En fait, je pense aussi qu'il y a des parents qui pensent surtout que c'est en achetant des jouets que les enfants vont jouer.
Alors que, si j'ai bien compris, c'est au-delà de ça, l'enfant, il faut jouer avec lui donner du temps, lui accorder de l'espace, que ce soit de l'espace dans le temps, que ce soit un espace à la maison, pour qu'on puisse échanger avec lui accorder de l'importance, lui donner du temps, et bien sûr, à ce moment-là, le privilégier aussi. C'est exactement ça. Ce moment de contact, en fait, ce moment de lien qu'il va y avoir, il est très important. Et ça, on peut le faire. Je dis très concrètement. Je donnais un exemple. On prend par exemple un foulard ton enfant tient deux morceaux du foulard et toi deux, puis vous prenez juste une petite balle de coton que vous mettez sur le foulard et juste la soufflez pour que ça aille jusqu'à l'enfant et l'enfant vous la souffle en retour. Ce genre de jeu très simple en fait, mais on lui donne de l'attention. On est là, on a ce lien avec le coton qui passe d'un endroit à l'autre. Ça peut être aussi tout simplement un ballon de baudruche qu'on gonfle et puis hop, on se le passe comme ça. Et tout ça, ça crée vraiment des moments de... C'est des connexions. Ce sont des moments de connexion parents-enfants ou adultes-enfants qui sont extrêmement importantes sur des choses très simples où il n'y a pas besoin d'avoir investi des fortunes. Du matériel. Par contre, ce que tu dis est très vrai, c'est le temps qu'on va leur consacrer et le regard, l'attention. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Un enfant qu'on regarde dans les yeux, à qui on donne de l'importance, il va s'épanouir d'une manière complètement différente. Donc, ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et par rapport à l'espace de jeu à la maison, nous, en tant que parents, on avait l'habitude d'avoir une chambre avec des jouets et les enfants jouaient dans la chambre. Petit à petit, cet espace devenait un espace d'enfant où l'enfant jouait tout seul. Donc, par rapport à ce que je viens de dire, c'est beaucoup plus partager l'espace, donc un espace commun, peut-être un espace de famille où le jeu est au centre aussi, où le partage est au centre. Donc, je pense que le parent a à revoir son rôle de parent. Il n'est pas là seulement nécessairement pour éduquer son enfant, mais aussi comme partenaire pour un apprentissage, pour une évolution, pour une progression et pour un épanouissement. Oui, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Le style, on fait une jolie chambre et il y a tous les jouets à l'intérieur et quelque part, on garde le bazar à cet endroit-là. Oui. Et voilà. Ça, c'est vrai qu'on a différentes façons de pouvoir aménager l'espace, mais j'adore ce que tu dis parce que c'est vrai que ce qui est vraiment important, c'est de savoir comment on va organiser l'espace à la maison pour que ce soit, ça permette le plus d'épanouissement possible ou plutôt le plus de moments aussi de connexion possible. Alors, ça va être par créer ces espaces-là même chez soi. Ça peut commencer, alors ça peut être dans la chambre, ça peut être dans un petit coin du salon, et parce que c'est bien aussi d'avoir des espaces communs, comme tu le dis. Je pense que déjà, s'aménager un coin de serein, un coin hyper confortable, où on puisse vraiment s'installer, lire un livre. Ça peut être, voilà, avoir une petite bibliothèque, pas beaucoup de livres, juste 5-6 livres qu'on a choisis ensemble, qu'on a été sélectionnés ensemble, ou à la bibliothèque, ou dans une librairie. Oui, en parlant de ça, la bibliothèque... ça pourrait être un bac, pas nécessairement un meuble. Oui, non, mais un bac, on mettrait quelques livres qu'on pourrait déplacer. Ouais. Et donc, dans les maisons, on a généralement dans nos maisons, on a généralement des chambres d'enfants où il y en a un peu plus qu'un dans la chambre. Ouais. Et donc, c'est des chambres partagées où l'espace pourrait s'organiser avec la fratrie, avec les sœurs, et ainsi construire un peu des rituels maison. Oui, parce que par exemple, si on fait un coin lecture ou un coin réflexion, même, on peut se dire, ça peut même être un coin où on prie, ça peut être, mais ça peut être commun à tous les frères et sœurs. On peut se dire qu'on se fait ce coin, mais il faut qu'il soit ultra confortable, que vraiment on ait plaisir à y être ensemble et à avoir des moments de calme où chacun est dans ses lectures, mais aussi où on partage, où les plus grands peuvent lire les histoires aux plus petits, où nous, adultes aussi, on se donne du temps pour être avec eux le soir pour leur lire des histoires. Et là, on est vraiment dans le goût de lire, dans le développement du comportement du lecteur. Et là, je pense que vraiment, s'ils accrochent à cet âge-là avec l'objet livre, c'est gagné. C'est gagné pour la vie. Totalement. Et l'apprenant pour la vie, il est déjà en construction. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs là-dessus, même sur la lecture, tu vois, j'ai vraiment des petits conseils à donner là-dessus parce que j'avais une professeure d'université qui nous avait vraiment donné des conseils sur la manière de lire aux enfants. Et ça, j'ai jamais oublié. Elle disait toujours, par exemple, quand on a un nouvel album qu'on vient d'acheter à la maison, c'est d'abord, on le lit soi-même en tant qu'adulte. Et première étape, on le raconte aux enfants.
C'est-à-dire qu'on regarde même pas la couverture, on le cache, il est derrière le dos. Et en fait, on va vraiment on va conter l'histoire et dire avec nos propres filtres, d'adultes, dire ce qu'on en a compris. Dire, tu vas voir, je vais te lire une histoire tout à l'heure, mais pour l'instant, je te la raconte. Et donc, on raconte cette histoire. On Donc, les accroche. On les accroche, exactement. Ensuite, deuxième étape, là, on cache la couverture, on cache les illustrations. Et on va lire l'histoire à ses enfants. Et ça peut être d'ailleurs de plusieurs tranches d'âge. Hein. Les plus grands peuvent être là aussi. On va lire l'histoire et on va la lire peut-être même en leur disant de fermer les yeux et de s'imaginer, de se faire le film de l'histoire dans leur tête ou les images de l'histoire, de s'imaginer le scénario. Donc, ils vont voyager à travers le livre. Ils voyagent à travers le livre. Ouais, exactement. Première expérience. C'est ça. Ouais. Et troisième étape, là, on fait la lecture avec les illustrations, en montrant comment les illustrateurs ont eux-mêmes imaginé les choses. Et on peut, même à un enfant très jeune de 2-3 ans, on peut lui dire, est-ce que toi, tu avais imaginé les choses comme ça dans ta tête? Est-ce que toi aussi, tu aurais illustré les choses comme ça? Et donc, on les amène à réfléchir aussi sur, quelque part, l'interprétation artistique qui a pu être faite de cette histoire par l'illustrateur. Et ça permet un échange ultra riche. Et quand on fait ça, on va dire, allez, on essaye de le faire toutes les mêmes 15 jours, ou même si vous le faites qu'une fois par mois, imaginez que dans l'année, ça fait 12 fois où vous découvrez des albums avec vos enfants à la maison d'une manière différente. Et ça, c'est ultra riche. Vous verrez les résultats, c'est formidable. En fait. D'ailleurs, ça me fait penser au fait que les livres n'ont plus d'âge. Ça commence très tôt. Ça commence dans une baignoire. Ça commence quand on est bébé. Donc, la découverte de l'objet lui-même, elle peut se faire très tôt. Il faut juste qu'on y accorde l'attention qu'il faut. Ouais, tout à fait vrai. Et aussi apprendre aux enfants à prendre soin de leurs livres, tu vois. Ça, je le constate aussi. Certains enfants vont pas forcément savoir tourner les pages du livre, vont tu sais, tourner les pages comme ça à Dans plat, voilà. Et vraiment savoir aussi prendre soin de l'objet livre, ça aussi, c'est une chose importante. Ouais. En fait, si on fait ça, si on fait en sorte que la maison devienne un relais de ce qui se passe à l'école, je pense qu'on a tout compris. Puisque à l'école, tout le travail autour du livre se fait, tout le travail aussi autour du jeu se fait, puisqu'il joue aussi. Et donc, quelque part, si on joue à la maison, on joue aussi en apprenant. C'est un peu dans la continuité. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça aussi? Ah mais complètement. En fait, on sous-estime le pouvoir du jeu parce que parfois on a un peu l'impression que jouer c'est perdre son temps. Où on se dit ah bah pendant qu'on joue, on fait pas autre chose, on n'apprend pas. Et en fait il y a rien de plus faux parce que quand on joue, d'abord on est dans l'action, mais aussi on fait des choix, on prend des décisions, on se confronte aux autres, on argumente, mais aussi on s'autorégule. On apprend par le jeu aussi à aller au bout des tâches. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important parce que souvent, le jeu, on va jusqu'au bout. Oui. Donc, c'est aussi un excellent exemple d'aller jusqu'au bout des choses. Et tout ce qui se passe au cours du jeu, en fait, va être un apprentissage pour tous les domaines et pour notre propre réussite. C'est tout à fait vrai dans la mesure où même, je pense que les mentalités ont beaucoup changé. Il y a longtemps, on faisait énormément la différence entre aller travailler et jouer. Oui. Aujourd'hui, c'est apprendre en jouant, travailler en jouant. D'ailleurs, autour de nous, il y a beaucoup de supports qui, en jouant, permettent d'apprendre. Je pense que c'est le cas, que ce soit pour que les enfants apprennent à faire des maths, de la lecture, du comptage, et que ce soit avec du matériel ou sans matériel. Oui, complètement. Et au-delà du jeu, je trouve aussi que c'est très important l'art de la scénarisation. C'est-à-dire que on va jouer, c'est-à-dire qu'on va créer toute une histoire, on va créer tout un contexte avec même une suite ou des séries, de dire ah tiens on a vu ça aujourd'hui et demain on va aller encore plus loin avec tel personnage, et c'est de créer en fait toute une histoire dans l'apprentissage. Bon, ça c'est le rôle des personnages des enfants, de l'école, ouais. L'imitation, tout ça. Exactement. Jouer à la maman, jouer au papa. On le faisait tous sans le savoir en fait. On apprenait sans le savoir. Alors oui, ça c'est vraiment pour le jeu d'imitation et tout ça, là tu as tout à fait raison.
là, je pensais plus à la manière de scénariser la pédagogie. Par exemple, dans les domaines d'apprentissage, hein, de se dire on va partir dans une aventure et dans cette aventure, avec tel et tel personnage, par exemple, on va passer d'un pays à l'autre, on va apprendre telle ou telle chose, et là, on travaillera le langage, là, on travaillera les sciences ou les prémathématiques, et là, on travaillera l'art et la musique, on pourra même travailler les jeux d'action. Donc, On c'est aussi, contextualise. voilà, on scénarise en fait et on crée tout un environnement qui va faire que Ça prenne du sens chez l'enfant. ça prend du sens, exactement. C'est exactement ça. Et, et dans le jeu, ce qu'il y a aussi de fabuleux, je trouve, pour les enfants, c'est que ça leur permet d'avoir le courage de faire les choses, de s'exprimer, de pouvoir prendre des risques même, mais dans un contexte sûr. C'est-à-dire qu'on prend moins de risques quand on joue, puisque c'est un jeu. Et du coup, on ose beaucoup plus. Et ça, je pense que c'est très, très important pour apprendre aux enfants à avoir le courage d'essayer, tout simplement, sans avoir peur de se tromper. Je pense aussi, dans le même sens, que c'est le fait qu'on dise que c'est un jeu, que l'enfant le fait de manière décontractée. Plus détendu. Il apprend de manière, disons, implicite, alors que quand on est à l'école, on apprend c'est beaucoup plus explicite, alors que le jeu présente la particularité d'être dans l'implicite, que l'enfant apprend, mais il n'est pas conscient qu'il construit un apprentissage, et quelque part, il le fait par plaisir, et de jour en jour, de jeu en jeu, il apprend de mieux en mieux, et la conscience de ce qu'il a appris n'est pas tellement consciente. C'est ça. Il va apprendre en s'amusant, d'une manière, de façon ludique et participative en fait. Et c'est vrai que du coup, l'effort ne semble pas être le même quand on fait quelque chose qui nous plaît. Parce qu'il n'y a pas de contrainte. Je pense que la question de la contrainte est primordiale quand on parle des petits. Il s'agit s'ils font, comme on a discuté depuis tout à l'heure, par le jeu, par plaisir, en s'amusant, sans contrainte, je pense que c'est la clé. C'est la clé de la découverte, c'est la clé de l'apprentissage et c'est la clé de la réussite quelque part. Oui, alors d'ailleurs, dans la façon de jouer avec les enfants, c'est vrai qu'on a... Il y a trois façons de voir les choses quand on joue avec les enfants. On peut avoir les laisser jouer complètement en jeu libre. Donc là, ce qui va compter, c'est plus savoir organiser nous-mêmes avant l'environnement de l'enfant pour qu'il puisse après jouer librement. Ça peut être, j'en sais rien, lui avoir acheté sa cuisine, les poupées ou les choses qui vont avec, ou d'avoir créé un contexte dans lequel il va pouvoir jouer en pleine autonomie. Il y a aussi les jeux dans lesquels nous, adultes, on va être là pour les guider. C'est-à-dire pour aller un peu plus loin et leur faire des choses que peut-être ils n'auraient pas osé faire eux-mêmes, ou pour les challenger un peu plus. De manière participative. Voilà, où on va vraiment... on va être là, mais on va un peu avoir le lead sur le jeu et on va les guider. Et puis, il y a une troisième forme de jeu aussi avec eux qui va être les jeux qu'on appelle vraiment à l'initiative de l'enfant. C'est-à-dire que là, c'est l'inverse. C'est l'enfant qui va guider le jeu. Et nous, là, en tant qu'adultes, on doit changer de posture parce qu'on ne doit plus être là en tant qu'adulte qui sait et qui va leur apprendre. On est là pour les suivre et leur laisser le lead. Et ça, c'est le plus important, quelque part, et c'est peut-être ce qu'on fait le moins, c'est vraiment donner ce plaisir à l'enfant d'avoir pris le lead, d'avoir décidé, d'avoir pris ses décisions. Et nous, on va être là, et plus pour lui poser des questions et lui dire, alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi maintenant? Dis-moi ce que tu as envie que je fasse. Et donc, on lui laisse ce plaisir, finalement, de vivre l'exercice du pouvoir, si on peut dire, au sein du jeu. Mais ça reste un jeu. Donc l'échec n'a pas d'importance, ça apprend la résilience, ça apprend l'autorégulation, ça apprend les limites dans un cadre qui est... Et pour un parent, ça apprend le partage, mais ça apprend aussi à prendre conscience que, en observant son enfant, on le comprend mieux. Oui. On est conscient de ses points forts, des points éventuellement améliorés, et qu'il a beaucoup de choses à donner. Il faut juste qu'on se pose, qu'on l'observe et qu'on soit à côté de lui, qu'on le soutienne et qu'on croit en lui. C'est exactement ça. Pour les enfants de 2 à 6 ans, particulièrement au Maroc, et les mamans, étant maman, j'adhère totalement, on a du mal à lâcher les enfants, à les envoyer à l'école. Ça a beaucoup de sens, à mon sens, dans la mesure où on voudrait leur donner le maximum à la maison, leur accorder le maximum parce que c'est leurs premières années.
alors qu'ailleurs, on les met très tôt à l'école, on veut qu'ils apprennent avec d'autres. De ton point de vue, de ton expérience personnelle, qu'est-ce que tu en penses? C'est bon ou mauvais de les mettre très tôt à l'école, pas assez tôt? Mmh. Alors, ouais, ça, c'est une question qu'on m'a aussi souvent posée. Euh, et tu vois, là, je voudrais partager avec toi la discussion que j'ai eue avec un papa récemment dans une des écoles, parce que lui-même voulait que l'enfant aille à l'école. C'était un petit qui avait 2 ans. Il m'a dit, moi, je veux que mon fils, il soit à l'école, il socialise, il soit pas qu'avec bon, voilà, la famille, quoi. Il voulait vraiment que l'enfant... et, euh, et alors, évidemment, il y a toujours les mêmes contraintes. C'est que quand un enfant va à l'école, on le sait très bien, la plupart du temps, il peut attraper voilà, les virus qui traînent. Voilà. Donc, ce papa, effectivement, a mis son enfant à l'école et dans les semaines qui ont suivi, il était malade. Il est vraiment tombé malade. Il a même fallu, comment dire, aller voir plusieurs fois le médecin. Et puis, tout le monde dit, ah, tu vois, on n'aurait jamais dû le mettre parce que, bon, voilà, c'était... Donc, il y a eu parfois des vrais débats en famille et parfois, c'est même tendu hein, entre ceux dans la famille qui veulent que l'enfant aille à l'école et ceux qui veulent pas. Donc, il a tenu bon. Et il a tenu bon 6 mois. Et c'est vrai qu'il m'a dit, quand j'ai vu ensuite les progrès qui ont été faits en l'espace de 2, 3 mois, c'était extraordinaire en fait, totalement extraordinaire. Il a dit là, je regrette pas parce que j'ai tenu bon. Et c'est vrai que quand je vois comment mon fils aujourd'hui s'épanouit, progresse dans les 3 langues, a complètement changé d'attitude et en positif évidemment, là il regrette pas d'avoir tenu bon hein, et de s'être dit j'ai bien fait de le faire. Parce que c'est vrai que il y a aussi ce rôle soi-même en tant que maman où on se dit quand même j'ai un rôle à jouer, j'ai pas envie de lâcher prise, j'ai pas envie que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. C'est aussi une question de confiance. C'est-à-dire que quand tu interroges les parents dans d'autres pays, eux ils ont totalement confiance dans le système. C'est-à-dire que pour eux c'est évident que l'enfant va plus apprendre à l'école qu'à la maison, donc on se pose même pas la question. C'est évident qu'il y va parce que on sait que c'est bien fait, on sait que les programmes sont super, on sait qu'il va apprendre tellement de choses. Certes, aussi tomber malade, mais ça passe. Et puis, il y a cette croyance aussi que c'est utile. Et je pense que parfois, les parents ne se rendent pas compte de ce qu'on apprend. Et quand les parents découvrent tout ce qu'on apprend à l'école et tout ce qui est fait dans le programme et à quel point c'est épanouissant, là, du coup, on change d'avis. Et on se dit, ah oui, tiens, c'est vrai qu'en fait, Oui, effectivement, il tu as serait raison bien. par rapport à la maternelle ou à l'école des tout petits. Cette éducation enfantine, elle est bien organisée. Très bien organisé. On a des enfants qui intègrent l'école, qui sont marocains parlant dialecte, qui intègrent l'école. Bien sûr, l'école marocaine, elle accueille des enfants bilingues. Elle introduit le français euh, et l'anglais pour certains niveaux, mais les accueils en arabe, ça fait quand même une transition très douce, à mon sens, C'est douce. entre la famille et l'école. Et ça, c'est quelque chose pour moi de capital et d'important que les enfants puissent intégrer l'école en ayant des repères, en retrouvant des repères familiaux à l'école, ne serait-ce que la langue, ne serait-ce que des camarades avec qui ils pourraient partager un ressenti, des échanges de communication avant de pouvoir se construire en ayant de nouveaux acquis, en ayant un nouveau vocabulaire, en découvrant une nouvelle langue. Et bien sûr, on continue à apprendre dans sa langue. Oui, c'est ça. Parce que souvent, j'ai aussi ces questions-là de me dire, mais en fait, ils apprennent quoi à l'école? Parce qu'on se dit toujours, oui, on fait des jeux, on fait les gommettes, on apprend les couleurs. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Hein, Effectivement. déjà, il y a tout le langage oral, la préparation du langage écrit, mais surtout dans les 3 langues. Hein, parce qu'on le fait, comme dit chez les tout petits, on va évidemment avoir la transition avec le darija, mais ensuite, on est sur l'arabe classique, le français, l'anglais, pour d'autres écoles, ça peut être aussi d'autres langues. Et, euh, et en fait, il y a donc toute cette partie langage. Ensuite, l'enfant va découvrir toute la partie sciences et pré-mathématiques et géométrie et même géographie. Enfin voilà, tout ce qui va permettre de découvrir le monde. Il va y avoir aussi toute la partie où on va éveiller l'enfant au beau. Vraiment dans le sens noble du Artistique. terme, à toute la partie artistique, au raffinement des sens, comme j'appelle ça. Ça, Et je c'est pense, aussi une partie très importante. je pense aussi qu'il y a, tu me fais penser aussi à tout ce qui est éducation citoyenne, éducation civique, où l'enfant va apprendre
bien sûr à socialiser, à vivre avec les autres, à aussi, sur le plan spirituel, avoir des repères d'apprentissage liés à l'amélioration du Coran, à découvrir tout ce qui est rituel lié aux petits Marocains, à ce qu'on vit au Maroc, ne serait-ce que tout ce qui est événements nationaux ou bien religieux. C'est des moments aussi qui sont très appréciés quand ils sont vécus dans le collectif de la classe, à l'école. Ça donne au collectif toute sa force sur le plan identitaire. Oui. Ah oui, complètement. Le fait d'avoir ces fêtes ensemble, tous ces partages, et de montrer à quel point c'est aussi un lien fort entre tout le monde. La célébration, dans le royaume, c'est extrêmement important. Ouais. Toutes ces célébrations, elles sont vraiment importantes et elles marquent durablement l'esprit du petit, en fait. Et ça, c'est très vrai. Toute cette partie-là, elle est extrêmement importante. Et puis, il va y avoir tout le développement moteur aussi, tout le développement de son corps, de sa motricité. Et il va y avoir aussi même tout ce qui, alors c'est à travers les fêtes aussi qu'on le fait, mais aussi à travers tous les rituels, tout le travail aussi sur les chansons, mais pas que, sur les sons, sur les bruits de l'environnement, sur les onomatopées, sur le son de son environnement. Donc, il y a tout l'univers sonore, en fait. Donc, tout ce qui se passe autour de lui est une belle expérience à vivre et aussi pour apprendre. Exactement. Et puis, on est sans arrêt dans l'action. C'est vrai que d'être tout le temps dans l'action avec les autres, c'est aussi une vraie force. Et il faut pas s'inquiéter de se dire il va y en avoir trop ou on leur en donne trop, parce qu'en fait non, les enfants ont énormément d'énergie et ils ont tellement de facilité à apprendre, on ne les force en rien. Ça se fait d'une manière totalement naturelle, en fait. Donc c'est ça qui est vraiment important. Et une fois, je me souviens, et surtout en tant que parent, restez serein quand vous voyez que votre enfant met un peu plus de temps à apprendre certaines langues, parce que ça arrive, ça vient. Chaque chose se met en place au fil de l'eau. Tu me fais penser à l'exercice de comparaison rituel que nous avons à comparer les enfants, que la société a, où les familles s'amusent, entre guillemets, c'est pas très amusant, à comparer les enfants, leurs enfants avec ceux des cousins, avec le fils de la sœur, le fils du cousin ou de l'autre. Ce qui fait ça, alors ça cause des frustrations. Des fois chez les parents, inutilement, parce que chaque enfant est unique et chaque enfant a le droit d'être pris pour ce qu'il est. Et donc, tout l'espace qui doit lui être accordé et à la maison par les parents, et aussi la confiance qu'on doit avoir en lui. C'est ça, la confiance en ses capacités. Tu vois, ça me fait penser à un exemple que j'avais eu dans une école, dans une maternelle. Il y avait un papa qui s'inquiétait parce que son fils, en fait, ça décollait pas en français. Donc, il parlait très bien arabe, il se débrouillait en anglais, mais ça décollait pas en français. Je dis, rassurez-vous, ça va venir. Parce que là, pour l'instant, il enregistre tout, il est dans un bain de langue quotidien, donc ça va venir, ça va sortir. Il me dit, oui, mais ça sort pas. Je dis, vous allez voir, ça va sortir. Je dis, ça va sortir. Et je me souviendrai toujours d'un lundi matin, ça devait être vers le mois de janvier. Donc, c'est vrai que ça faisait 3-4 mois que l'enfant ne parlait pas. Et en janvier, il arrive. Et le petit, ce matin, je me souviendrai toujours, je le regarde et vraiment, ça s'est joué dans le regard. J'ai vu que là, il allait parler. Parce qu'il avait tellement envie de me raconter quelque chose. Il était tellement... Là, il fallait que ça sorte, en fait. Il avait emmagasiné pas mal de choses. Emmagasiné, et là, il fallait que ça sorte. Et en fait, l'événement, et c'est aussi important, du coup, le fait de vivre des choses, il avait besoin... Il s'est avancé vers moi et puis il me dit, maîtresse, et dans un parfait français, et en plus en utilisant les verbes du passé et tout ça, il me dit, maîtresse, vendredi, je suis allée au hammam avec papa. Et là, ouf, et c'est parti, et ça y est. Et à partir de ce moment précis, il s'est mis à parler français couramment. Et cette joie qu'il a eue de me raconter l'expérience qu'il avait vécue avec son père, d'aller seul avec lui au hammam et de rentrer un peu dans l'univers des hommes, dans l'univers masculin, et bien ça avait créé un déclic chez lui, et du coup ça y est, c'était bon. Et cette action-là avait permis en fait de donc chacun libérer. ses stratégies. Chacun son moment, voilà. Chacun son moment, il faut être serein en tant que parent, en fait. Dans les familles, on a toujours du plaisir quand les familles se retrouvent de parler de nos enfants, des enfants des autres. Et de fil en aiguille, il nous arrive de commencer à les comparer, sans vouloir offenser qui que ce soit, alors qu'on se piège dans
la comparaison entre deux enfants du même âge qui sont dans le même niveau éventuellement, surtout à l'école. On va pas comparer leur profil, mais on va surtout comparer leur niveau de connaissance, leur habileté scolaire, leur aptitude à savoir faire ou ne pas faire, et même à comparer leur savoir. Ça, c'est une problématique qui, à mon sens, est très lourde, que les enfants vivent lourdement, que les parents inconsciemment transfèrent de manière stressante aux enfants et même à l'environnement de la famille. Qu'est-ce que tu en penses, Emma? Alors, complètement, parce que ça, tu sais, dans les écoles, ici, on le vit au quotidien, en fait, de parents qui vont nous dire: «Ah, mais la cousine qui est dans telle école, elle arrive mieux à tracer ses lettres de l'alphabet, ou elle fait mieux ci, elle fait mieux ça, ou elle a plus de cahiers, plus de pages, elle va...» Voilà. Donc, c'est vrai que, comment dire, certaines écoles vont vraiment se concentrer sur ça, sur vraiment la partie académique, pour les entraîner comme une prépa, comme une prépa avant le primaire, par exemple. Ça Est-ce que... existe, un mais pré-CP. voilà. En tout cas, Alors c'est vrai que- que certains vont s'obstiner, par exemple, sur l'écriture ou sur voilà, sans comprendre que l'évolution d'un enfant et ce qui va faire son succès plus tard, ça va être en fait beaucoup plus large que juste savoir écrire l'alphabet, et que tout ce qui est acquis à côté, en fait, est primordial. Peut-être ne se voit pas à l'œil nu, on va dire, mais sont extrêmement importantes. Il y a une étude hyper intéressante qu'on pourra mettre en lien s'il faut, qui date en plus, qui est sortie là en décembre dernier. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, qui a été faite par l'OCDE pour savoir les adultes d'aujourd'hui, comment ils étaient préparés finalement à faire face au monde actuel et à ce qui se passe, et est-ce qu'on a les compétences pour faire face au monde dans lequel on est. Et donc, ils ont interviewé des centaines de milliers d'adultes, et même le panel représentait plus de 673 millions d'adultes. Donc, c'était vraiment intéressant de voir que, en fait, certains pays se situaient en tête. Parce que leur système scolaire a vraiment permis aux enfants, en fait, devenus adultes, de réussir, ou en tout cas d'être parés pour réussir, d'avoir toutes les armes préparés à l'âge adulte. Exactement. Alors en tête venait par exemple la Finlande. En numéro 2, on avait le Japon. Ensuite, il y avait plusieurs pays scandinaves, la Norvège, la Suède. Il y avait aussi dans les pays au nord de l'Europe, il y avait aussi les Pays-Bas. Et un peu plus tard, le UK, et enfin la United Kingdom. Et ensuite, en dessous de la moyenne OCDE, il y avait la France, il y avait les États-Unis, et voilà. Donc ça aussi, c'est des questions à se poser, de se dire, il y a ce comparé à ce qui semble avoir été important, alors voilà, à côté de ce qui est réellement important, et à côté de ce qui est réellement important et ce qui fera de nous le succès plus tard en tant qu'adultes. Donc il y a des parties visibles qui sont... Il y a les parties visibles et invisibles. Et souvent, les parents se perdent là-dedans, à se dire, ils vont comparer les enfants sur la partie visible, mais pas comparer sur ce qui se trame dans la construction, en fait, du caractère de l'enfant. Et cette partie-là, elle est extrêmement importante. Et souvent, j'invite les mamans qui m'en parlent à se dire, parce qu'elles disent, oh oui, mais ou le jeu, ou l'épanouissement, c'est bien beau, mais pendant ce temps-là, il faut connaître ses lettres, ou il faut... bien sûr, mais les lettres, de toute façon, l'enfant, il va le savoir. On va changer les lettres, ils vont rester là. On va les apprendre. Exactement. Elles vont être apprises. Mais par contre, tout ce qui a construit son intelligence, tout ce qui a construit ce qui lui permet de faire des liens entre les choses, hein, parce que l'intelligence, c'est ça, c'est intégrer, c'est faire des liens entre les choses. On revient en connexion. Voilà, c'est toute la connexion. Et ça se construit dès les toutes petites classes. Et c'est ce travail qui est fait en maternelle et qui est énorme. Donc, la qualité d'une école, c'est pas juste sur la quantité de lettres écrites et travailler, c'est vraiment sur la manière dont l'école a permis de construire le caractère de notre enfant dans sa globalité. Donc, c'est au fait le développement global et personnel sur lequel il faut mettre le focus, beaucoup plus que tous les contenus académiques qui mangent le temps sur des années et pour lesquels il nous arrive de sacrifier le temps de l'enfant et des fois même l'enfant lui-même. Exactement.
Ouais. Et c'est vrai que dans ce qui fait un succès, en tout cas en collège et primaire, c'est des choses que les parents oublient complètement. Ce sont toutes les fonctions exécutives. C'est-à-dire que une chose, par exemple, très importante à travailler, c'est le contrôle inhibiteur. Est-ce que l'enfant sait s'autoréguler? Oui, Est-ce qu'il est capable, quand il y a une frustration, de savoir oui, la surmonter tout seul? Et ça, s'autogérer. s'autogérer, s'autoréguler. Et ça s'apprend dès la maternelle. C'est d'ailleurs une des grandes fonctions de la maternelle, d'apprendre à l'enfant à s'autoréguler. Ensuite, il y a aussi effectivement la mémoire de travail. Ça aussi, c'est quelque chose de très important, de travailler tout ça. Et puis surtout, ce qui fait aussi le succès plus tard, c'est la flexibilité cognitive. Être capable, De si on passer avait un d'un plan en jeu, tête et que ouais, ça marche pas, d'être de capable de pouvoir switcher vers contourner autre et chose, trouver une autre solution. Et ça, c'est aussi tout un état d'esprit, toute une façon de penser, en de penser, fait. de raisonner, Voilà, et qui s'acquiert dès la maternelle, où on va leur apprendre voilà, il y a différentes voies pour les choses. On peut réussir de cette manière-là, donc mais un on bon peut aussi stratège se réussir. construit très tôt Et un et bon se forme stratège, très tôt. absolument, c'est exactement ça. Alors, on a fait le tour de pas mal de questions. Pour conclure, par rapport à tout ce qu'on a dit sur cet enfant entre 2 à 6 ans, qu'est-ce qu'on pourrait dire à un parent d'un enfant en bas âge ou d'un parent ou à un futur parent? Hmm. Déjà, moi, je leur dirais, osez l'école. Parce que vraiment, ça va apporter énormément de choses. Je sais que c'est un investissement, je sais que beaucoup hésitent aussi pour ces questions-là. Mais il se joue beaucoup de choses avant 6 ans. Donc il faut vraiment être serein sur le fait qu'on prend la bonne décision aussi quand on les met à l'école. Mais aussi en parallèle, mon meilleur conseil, c'est passer du temps avec votre enfant. Et quand je dis passer du temps, c'est pas la quantité qui va forcément compter non plus, mais c'est ce temps, comme tu disais tout à l'heure, de présence. Mais d'être vraiment là pour lui, d'avoir son regard sur son enfant, de pas être sur son téléphone en même temps ou de pas être à faire autre chose, d'être complètement là pour lui. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. Effectivement, je pense que savoir redevenir un enfant auprès de ses enfants est le meilleur cadeau qu'on puisse leur donner au quotidien.